Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau format du podcast, les hors-séries. Les hors-séries, c'est un format que je vous proposerai de manière régulière avec des partenaires de qualité. C'est l'occasion de vous faire découvrir des experts qui partagent les valeurs et les convictions de l'entreprise de demain, l'envie de faire évoluer les pratiques en entreprise vers des pratiques plus en phase avec l'époque, aussi qui conjuguent mieux impact et performance. La conviction également qu'il n'existe pas une manière de faire, un dogme, une vision manichéenne des choses, mais bien des manières de faire, des possibles, des chemins propres à l'histoire et à la raison d'être de chaque entreprise ou encore de chaque dirigeant ou de chaque manager. Ces hors-séries, c'est aussi le moyen de faire vivre et poursuivre le podcast. Je vous le dis régulièrement, le podcast a besoin de votre soutien au travers vos abonnements sur votre plateforme préférée, des étoiles et des commentaires que vous laissez, d'ailleurs pensez-y. Mais cela reste, et c'est tant mieux, un média gratuit qu'il faut financer pour vous offrir le meilleur. Donc ça remet en aucun cas en cause la qualité des contenus, l'indépendance éditoriale. Cela ne vient que la renforcer. Parce que sans contenu de valeur pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, pas d'épisode, pas de partenariat. Et en parlant de valeur, je suis ravie et honorée d'inaugurer ce nouveau format avec un collectif que j'ai appris à connaître et que j'aime beaucoup, le collectif FlexJob. Quel est ce collectif, me direz-vous? Alors laissez-moi vous le présenter. Notre modèle est à bout de souffle. Qui commande, qui décide, qui exécute et qui reporte? Le trio classique ne permet plus aux entreprises d'agir avec la fluidité de leur environnement et aux personnes qui travaillent d'y trouver un sens, une envie de s'engager et la possibilité d'amener la totalité de leurs compétences et leurs talents. C'est en partant de cette conviction forte que le collectif FlexJob a décidé de renverser la table de l'accompagnement à la transformation. Vous voyez combien ça fait écho à tout ce dont on aborde dans le podcast L'entreprise de demain. Alors ce hors-série, il va comprendre 4 épisodes. 4 épisodes avec 4 personnalités passionnantes, différentes, engagées, expertes et humbles à la fois, sur 4 sujets très différents bien évidemment. Et je poursuis donc ce 2e épisode de ce hors-série, cette fois-ci avec Margot Marot. Avec Margot, nous abordons un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, tant il est central dans notre transformation et dans nos pratiques, et dans la transformation de nos pratiques. Mais tant aussi le sujet est parfois galvaudé, méconnu, sous-estimé. Et ce thème, c'est la facilitation. Et la question, c'est facilitateur, fake job, point d'interrogation. Oui, cela pique. Donc je vous préviens encore une fois ici, pas de réponse binaire, mais un regard éclairant, des pistes de réflexion et d'action, et sans doute à la fin, un regard un peu différent sur ce rôle de facilitateur et son importance. Et puis si je vous dis qu'à la fin de l'épisode, vous aurez un cadeau offert par Margot, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Bonne écoute! Bonjour Margot. Bonjour Delphine. Margot, je suis ravie de t'avoir donc pour cette 2e capsule de ce hors-série que j'ai vraiment le grand plaisir de faire avec FlexJob. Et Margot, donc on va parler de facilitation. Alors quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, parce que c'est quelque chose que je pratique beaucoup, dans lequel je crois beaucoup. Et je suis contente de l'aborder avec toi aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose de très méconnu. On confond, on mélange, on comprend pas trop ce que c'est. Donc ça va être chouette d'éclaircir ce sujet qui est, je pense, une approche clé par rapport aux enjeux actuels et futurs. Alors Margot, je vais te laisser pour commencer quand même par te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Oui, tout à fait. Moi, je m'appelle du coup Margot, comme tu l'as dit. Je suis issue de la région lyonnaise. Je fais partie de l'organisation FlexJob là depuis 4 ans et demi. Mais avant ça, j'avais une autre vie professionnelle. Voilà, je faisais partie d'une grande organisation Danone, Blédina. Et pour relier aussi à notre sujet sur la facilitation, si tu veux, j'ai mis un peu les mains dans le cambouis de la facilitation au sein de Danone et Blédina, sans vraiment avoir ce mot
qui m'a pas mal questionnée et que j'ai vraiment appris à connaître aussi au sein de FlexJob. Donc j'ai repris, en fait, il y a des choses que je faisais déjà sur la facilitation. Et ça m'a permis en fait un peu de savoir finalement au sein de la facilitation qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, pour des projets participatifs pour moi finalement, grâce à FlexJob et grâce à mes expériences au fur et à mesure. Et je me suis fait mon idée. Et là, vraiment, ce que j'ai envie de partager, c'est mon idée propre de la facilitation, le vécu que j'ai aussi, et de partager les clés, hein, comme tu disais, que j'ai pu trouver aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as professionnalisé une pratique un peu intuitive, c'est-à-dire quelque chose que tu ressentais, que tu mettais en action un peu spontanément et sur lequel tu as mis des mots et des pratiques plus précises? Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux, je revoyais une ancienne collègue là hier matin et on en discutait. En fait, on s'est rendu compte que la facilitation, on le mettait en place. Mais c'était les mains dans le cambouis, on n'avait pas toutes les clés. Donc il y a des choses qu'on faisait, moi je me suis aperçue en fait en rentrant chez FlexJob qu'il y a des choses que je faisais pas forcément bien, dans le sens où j'oubliais parfois de poser ce qu'on appelle un cadre participatif, j'oubliais de me dire finalement qu'est-ce qu'on a le droit de faire, c'est quoi notre terrain de jeu, c'est quoi notre périmètre. Et en rentrant chez FlexJob, en fait j'ai appris et j'ai conscientisé, j'ai professionnalisé finalement ce métier de facilitation qui maintenant est super riche. Parce qu'en fait, j'ai ouvert des portes. J'ai l'impression en fait d'avoir eu un peu ce kaléidoscope que j'ai ouvert petit à petit, et là où je me suis nourrie aussi des pratiques d'autres facilitateurs pour le coup. Ah ouais, c'est une super image. Alors, mais maintenant, tu vas nous dire la facilitation. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la facilitation? Alors pour moi, la facilitation, c'est profondément lié à l'intelligence collective. Quand on parle d'intelligence collective, c'est finalement toi, par exemple, en tant que personne, quand tu arrives dans un groupe, comment tu peux être pleinement toi? Et comment tu peux apporter ton intelligence, tes connaissances auprès du groupe, et comment finalement toutes les intelligences, toutes les personnes que tu vas rencontrer, avec qui tu vas travailler, peuvent venir dépasser finalement ton intelligence individuelle et tes connaissances individuelles pour créer une intelligence qu'on appelle collective. Et finalement, la facilitation derrière ça permet de mettre en œuvre cette intelligence collective, et ça permet vraiment de se dire comment est-ce que je peux avoir mon avis, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice, et comment je peux venir construire quelque chose de commun. Donc on a vraiment la possibilité, et c'est vraiment ça la facilitation, c'est vraiment le côté j'ai un objectif et comment je vais venir y répondre grâce à l'intelligence collective. Et du coup, qu'est-ce que c'est pas? Qu'est-ce que c'est pas? Alors pour moi, c'est pas forcément. Alors on entend souvent cette question, et je l'entendais encore quand je donnais une formation clé de la facilitation. Là on me disait, mais alors c'est quoi la différence avec le coaching? Mais alors c'est quoi la différence avec tout ce qui est consultant? Et finalement, j'ai envie de te dire, ce n'est pas du coaching en fait. Ça peut venir compléter, on peut trouver des passerelles, mais ce n'est pas forcément du coaching. Le coaching va vraiment finalement s'attarder sur les personnes, va vraiment être attentif, et ça va être vraiment son objectif premier de s'attarder sur les relations. Tandis que la facilitation, elle va venir répondre à un objectif concret pour l'équipe. Par exemple, comment on pourrait mettre en place un système plus performant, par exemple, d'objectifs. Tu vois, on va venir répondre vraiment à une question précise qui va permettre d'engager chacun dans cette réflexion et de co-construire ensemble finalement cette réflexion. J'aime bien la façon dont tu positionnes pour éclairer les auditeurs et les auditrices, puisque parfois, on veut mettre une réponse coaching quand c'est une réponse facilitation. Exactement. Et il y a parfois des écosystèmes dans lesquels le coaching n'est pas la bonne réponse. Et parfois, on dit ça ne marche pas. Mais parce qu'à un moment donné, on a besoin d'aller sur un objectif précis et d'entrer dans une autre façon de travailler sur cet objectif. Mais on n'a pas non plus besoin d'un coaching qui va nous emmener sur des chemins qu'on n'est pas forcément non plus prêt à prendre. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de montrer cette différence. Ouais, exactement. Sur la facilitation, c'est vraiment sur un projet, un sujet qui va venir embarquer, qui va venir engager, qui va venir permettre à chacun finalement de s'exprimer, d'apporter aussi sa pierre à l'édifice. Le coaching, t'es vraiment centré finalement, c'est un peu ce que tu disais, t'es vraiment centré sur l'équipe, sur les relations de l'équipe, tandis que sur la facilitation, tu vas être vigilant justement à cette relation. Bien sûr, elle rentre en jeu. Elle rentre en jeu, tout à fait. Et tu vas être vigilant à cette relation qu'ont les membres de l'équipe, mais pour aller vers un objectif commun et partagé pour le coup. Et ça, c'est toute la différence entre coaching et facilitation. Et c'est une différence subtile parce que FlexJob et ce podcast, on parle beaucoup de formats d'organisation, de formats managériaux, de modes de leadership qui sont assez innovants, qui peuvent parfois faire peur. Et je trouve que la facilitation offre un cadre assez sécurisant puisque on va aller servir un objectif, ce qui correspond quand même à nos schémas de pensée plus classiques. Donc on fait ce pas de côté
Exactement. avec un schéma qui est quand même rassurant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple personnel de facilitation que tu aurais mené pour un petit peu nous illustrer le sujet? Ouais, tout à fait. Si tu veux, il y a 1 an, j'ai décidé avec mon conjoint de partir en fait en voyage. Voilà, on avait vécu le Covid, nous, de manière assez particulière. Voilà, il s'était passé des choses dans nos vies. On avait été confinés dans un appartement pendant quelques temps, je pense à peu près comme tout le monde, mais voilà, il s'était passé aussi d'autres choses compliquées dans nos vies. Et on avait envie d'avoir ce temps vraiment pour nous, en tant que couple. Et en même temps, on n'avait pas envie de le faire tout seul non plus. On avait envie d'impliquer nos amis dans cette construction de voyage. Et en fait, lors d'une soirée, on a décidé d'inviter nos amis pour réfléchir finalement à notre nom de compte Instagram. L'idée, c'était vraiment qu'ils puissent nous suivre, qu'on puisse aussi se faire un nom, qu'on puisse partager aussi nos histoires. Et si tu veux, sur ce compte-là, c'était important pour nous justement de garder le lien, parce qu'on est très proches justement de nos amis, notre famille. Et on les a conviés. Et je me souviens très bien de la situation. On était installés sur le canapé. Moi, j'avais vraiment préparé un apéro là où les personnes pouvaient se sentir bien, confortables finalement dans cet environnement. Et on a pu expliquer notre projet. Et on a pu expliquer cette volonté de trouver un nom, mais aussi un nom qui nous appartient pas finalement, qui leur appartient aussi finalement. Et on avait un grand miroir. Alors nous, on a fait avec les moyens du bord, puisque voilà, on avait un grand miroir et on s'est amusé à écrire tous les noms que les personnes avaient en tête. Donc on a laissé vraiment un temps de réflexion individuelle pour que chacun nous donne ses noms. Et après, on a effectué un vote. Et en fait, ce qui a été retenu, c'est Far Far Away pour notre compte. Voilà, on voulait partir loin, donc ça correspondait bien. Et on a vraiment discuté aussi de la signification de ces noms. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous ? Qu'est-ce que ça voulait dire pour nos amis aussi, de nous laisser partir pendant 5 mois et comment on pouvait garder aussi le lien ensemble. Et ça a permis vraiment de garder, c'est vrai que moi, à chaque fois que j'avais une petite publication que je faisais, je gardais en tête vraiment ces amis, ces moments auxquels je me raccrochais aussi. Et dans lequel tu avais mis un cadre, puisque le sujet, c'était pas de discuter si vous partiez ou pas, c'était pas de discuter où vous partez, donc le cadre était clair sur ce que tu attendais aussi et ce qui pouvait s'autoriser à vous apporter en apportant ce nom en fait. Exactement. Alors et nous on était on s'est dit c'est nous qui allons choisir le nom in fine. Si tu veux, dans la manière de sélectionner le nom, on s'était vraiment dit c'est la majorité en fait, et le nom qui a la majorité de votes l'emportera, même si nous on est peut-être moins à l'aise avec ça, etc. On avait vraiment envie que ça soit un nom partagé pour les embarquer aussi dans notre aventure et qu'ils puissent avoir des nouvelles, qu'on puisse leur donner des nouvelles aussi au fur et à mesure du voyage. Écoute, c'est un exemple très intéressant, sans compter que je partirai bien 5 mois en voyage. Je vais dire ça à mes ados et mon mari. Dis-moi, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser invariablement, la facilitation ? Parce que comme ça fait quand même très envie. C'est plaisant, moi j'adore ça. Donc, mais quand est-ce que c'est bien de l'utiliser ? Quand est-ce que c'est pas bien de l'utiliser quelque part ? Moi, je dirais quand il y a des relations un peu tendues au sein d'une équipe. Et voilà, s'il y a vraiment des relations compliquées, moi, je dis souvent, il faut pas y aller en fait. Oui. Voilà, parfois, ça peut être plus dangereux aussi d'y aller que de pas y aller, parce que si les personnes ne se sentent pas engagées, par exemple, tu choisis une problématique. La problématique, les personnes ne se sentent pas concernées par cette problématique, ne se sentent pas engagées. Et là, tu crées un risque pour le coup aussi pour ta problématique, parce que les personnes vont peut-être s'inscrire à ton atelier, vont peut-être essayer de participer, mais si elles se sentent pas engagées, elles vont totalement sortir de ça. Et tu crées de la frustration pour le coup. Oui. Donc tu as ce premier point-là. Tu as le deuxième point, là où faut pas y aller, c'est si ton cadre est pas clair. Tu vois, si jamais en fait tu y vas et finalement ton cadre n'est absolument pas clair, tu sais pas ce que tu peux avoir comme ressources après. Tu vois, typiquement, j'ai un exemple là qui me vient en tête d'une entreprise que j'ai accompagnée. Il s'était dit, nous on a envie de faire participer les gens sur la RSE. Donc ça, c'était important pour eux justement de montrer que l'entreprise avait des actions, qui s'engageaient finalement pour la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et en fait, ils se sont dit, on va faire un énorme temps. Là, on va pouvoir récolter plein d'idées, on fera plein d'ateliers là où on récoltera des idées. Et après, on aura une banque d'idées. Là, on aura 500 idées, dans lesquelles, on aura joué. Enfin, on aura le côté enthousiaste, voilà. Et en fait, je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous en faites après de ces idées ? Et en fait, ils n'étaient pas capables de me dire. Ils me disaient, en fait, on aura juste 500 idées sur un fichier. Et en fait, rien que cette question a permis de se dire, finalement, la facilitation, c'est aussi un processus, tu vois. C'est pas juste ton atelier, mais c'est qu'est-ce qui se passe avant, mais aussi qu'est-ce qui se passe après, comment tu continues d'engager. Donc là, pour cette entreprise, ça aurait pu être, on a envie de monter des groupes de travail,
On a envie de réaliser 2 actions, par exemple, qui ressortent des 500 idées. Donc, il faut être très clair, finalement, sur ton processus après. Ouais, pour être... Et est-ce que c'est quelque chose... Quel est l'apport pour le collectif? Donc, on voit bien l'apport sur un projet, mais je dirais en filigrane. Qu'est-ce que ça va apporter sur la durée aussi au collectif, si c'est des pratiques qu'on répète et qu'on institutionnalise un petit peu dans l'organisation, dans les bons moments, par rapport à ce qu'on a évoqué. J'espère que ça va pas être un gros mot, mais moi, je dirais que ça apporte de la performance aussi à l'équipe. En fait, ça va permettre d'avoir vraiment une durabilité. On apprend à se connaître, on fonctionne ensemble, on construit ensemble, on comprend comment se prennent les décisions, et ça va apporter vraiment de la force à ce collectif. De se dire, ok, on peut construire ensemble, je comprends son point de vue, je comprends le point de vue de l'autre, je peux mettre mon point de vue au milieu de la table, on peut construire ensemble un point de vue commun et collectif, et ça va permettre de faire monter en compétence finalement ton équipe, et qui va permettre aussi d'avoir un chemin de transformation et vraiment de la performance, par exemple dans tes réunions, dans tes ateliers, dans la manière de construire aussi l'organisation, de répondre à une problématique ensemble. Et tu vas gagner en fait en force aussi au niveau collectif. Moi je vois, on le vit tous les jours chez FlexJob, on a vraiment à cœur, on le porte à l'extérieur mais on le porte aussi en interne, on a vraiment à cœur de répondre à nos problématiques internes avec cet enjeu de facilitation. Donc on met de la facilitation dans nos réunions d'équipe, on met de la facilitation sur des projets bien précis pour embarquer, pour engager, pour qu'on se sente aussi acteur en fait de notre organisation. Ouais, pour que ça soit effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais, tu parles donc. D'abord, pour rebondir quand même sur ce que tu disais, excuse-moi, parce que j'étais déjà focalisée sur la question suivante, je pense que c'est important de revenir à la notion de performance. C'est quelque chose qu'on partage, que je partage avec vous, avec FlexJob. Et à un moment donné, on n'est pas en train de mettre en place des choses sans se préoccuper d'une base fondamentale de l'entreprise qui est sa performance. Parce que de toute façon, une entreprise qui ne performe pas, elle ne va pas se développer, donc on ne va pas pouvoir mettre en place de nouvelles pratiques. Et je pense que c'est important de le repositionner. Et c'est ce que j'aime bien dans ton approche aussi, c'est de dire, il y a un moment donné, ça permet aussi ça. Et puis ensuite, parce que la performance, elle apporte de la satisfaction et source d'épanouissement. Donc c'est pas l'unique point, mais c'est vrai que se sentir bon dans son job, se sentir pouvoir mesurer son impact, même aussi financier sur la santé de l'entreprise, puisque l'entreprise, elle doit aujourd'hui être contributive, mais pour être contributive, elle doit, voilà. Donc ça, je crois que c'est un point important. Mais du coup, je revenais sur ma question suivante qui se regroupe avec ce que tu as dit un peu avant. Tu as parlé du cadre. Il y a un autre sujet qui est important, on en avait parlé ensemble en préparant cet épisode, qui est la posture du facilitateur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la posture du facilitateur et du coup d'une question qui se pose souvent, est-ce que le facilitateur doit être interne à l'organisation ou externe ? Ouais, tout à fait. Peut-être je pars sur la posture et après je répondrai à ta deuxième partie de question. Super. Sur la posture, il y a vraiment une question d'impartialité du facilitateur, c'est-à-dire qu'il ne prend pas parti. Ça, c'est un des points vraiment essentiels qui permet de se dire, finalement, en tant que facilitateur, je suis vraiment hôte de la démarche participative et je vais mettre en place les conditions pour que finalement la démarche se passe bien et qu'on puisse avoir une qualité de lien entre les membres pour atteindre un objectif commun. Et si tu veux, ça, c'est quelque chose qui est... quand on l'a dit, moi, je me souviens d'une session là où je le partageais auprès d'une organisation. C'est une session de formation et il y avait beaucoup d'étonnement par rapport à ça. De se dire, mais moi, comment je fais justement, puisque je suis formée en tant que facilitateur interne, comment je m'y prends ? Parce qu'en fait, j'ai bien un avis sur le sujet. Donc, comment on s'y prend ? Donc là, il peut y avoir plusieurs techniques, en fait. Tu peux avoir une première technique qui est finalement d'utiliser quelques ressorts de la facilitation pour accompagner lors d'un atelier collaboratif. Et tu peux tout simplement changer de casquette. Oui, voilà. Je prends la casquette de facilitateur. Ou alors, là, je prends la casquette tout simplement de manager, si je suis manager de l'équipe. Mais je le dis. Et je le dis. En fait, c'est comment je viens vraiment signifier ce changement de casquette. Donc ça pourrait être une des premières clés. Ensuite, la deuxième clé, ça pourrait être, par exemple, quand je suis facilitateur interne, je peux venir aussi faciliter peut-être d'autres équipes. Oui. Et là, je rencontrais une entreprise, qui est l'entreprise Boiron, là où ils avaient vraiment fait ce choix-là, justement. Ils animaient des ateliers collaboratifs et ils avaient fait le choix que les personnes qui animent et qui facilitent auprès des équipes soient pas reliées directement à l'équipe.
Comme ça, j'ai pas de visibilité sur ce qui se passe et je peux rentrer dans cette posture d'impartialité. Et en même temps, ça crée de la transversalité, donc c'est très intéressant. Exactement. Et tu as une autre approche, tu crées des passerelles entre les équipes. Donc c'est hyper intéressant et ça peut être super riche. Après, une troisième pratique que j'ai vue aussi, ça peut être de se dire peut-être que je facilite pas mon organisation en tant que telle, mais par exemple, si mon organisation s'étale sur le territoire, je peux venir justement aider peut-être une autre équipe, mais vraiment sur le territoire. Pas forcément dans mon organisation sur place, par exemple à Lyon, mais si mon entreprise existe aussi à Lille, je peux venir faciliter en fait des équipes de Lille. Comme ça, j'ai vraiment aucun rapport et je peux garder vraiment cette posture-là qui est, je dirais, essentielle en fait pour la facilitation. Et tu vois, c'est... Et par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser, excuse-moi, à quelque chose. Est-ce qu'on peut être que facilitateur dans une entreprise ? Est-ce que tout d'un coup, sinon, je peux être le facilitateur de l'entreprise ? Alors, il y a des organisations qui mettent ça en place aujourd'hui, effectivement, et qui recrutent, je pense, à l'URSSAF Rhône-Alpes. Là, ils sont en train vraiment de créer un pôle de facilitateurs et vraiment dédiés en majorité de leur temps, finalement, en tant que facilitateur interne. Donc, c'est-à-dire, j'interviens, il y a des projets, j'ai des demandes internes, des besoins internes, et on vient répondre en tant que cellule de facilitateurs à ces projets internes pour venir les animer, les faciliter auprès des équipes. Donc, c'est totalement possible. Après, c'est comment je conserve cette posture d'impartialité, parce que finalement, je suis aussi dans l'organisation, donc je vis aussi des choses en tant que collaborateur. Je fais partie de la culture, enfin, je m'imprègne de la culture, donc il se passe des choses, donc ça peut être intéressant d'avoir aussi bien des facilitateurs internes, mais comment à un moment, je me fais aussi aider des facilitateurs externes sur des sujets là où je sens que j'ai peut-être un avis, là où ça va être plus dur d'être impartial, donc comment je viens m'aider à équilibrer finalement cette facilitation. Puis peut-être aussi, l'avantage quand tu es externe, c'est que tu es nourri de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de milieux. Tout à fait. Donc cette façon d'être nourri quand même enrichit beaucoup ta pratique. Donc ça veut dire que des facilitateurs internes, ça pourrait être presque intéressant qu'ils aient un peu facilité dans d'autres entreprises. Ouais, tout à fait. Ouais. D'avoir des partages comme ça, parce que sinon, voilà, ou peut-être d'être regroupés dans des communautés de facilitateurs que FlexJob pourrait créer, par exemple. Ouais, exactement. Alors il y a déjà pas mal. Ouais, il y en a quelques-unes qui existent à Paris, à Lyon justement, des communautés de facilitateurs. Je sais que nous on a en fait un lab qui regroupe aussi ces facilitateurs-là, et ça leur permet vraiment d'échanger justement sur leurs pratiques. J'ai pas encore connu de facilitateur interne qui allait s'exercer à l'externe, mais je suis sûre qu'il en existe pour le coup. Moi, je l'ai déjà proposé en formation à Clé de la facilitation qu'on anime en disant en fait, pourquoi vous le faites pas par exemple en binôme, ou pourquoi toi tu n'irais pas faciliter dans une autre organisation. Voilà, je me souviens de cette session, ils n'avaient pas encore passé le pas, mais c'était quelque chose une petite graine qui avait été plantée justement par rapport à ça. Je trouve que ça va bien avec les notions d'entreprise étendue, d'entreprise partenaire, tous ces formats d'organisation qui vont au-delà de l'entreprise, mais qui sont toujours dans cette organisation très ouverte en fait. Ouais, totalement. Comment tu arrives à pousser les murs justement. Ouais. Et même c'est très riche parce qu'en fait, mine de rien, en tant que facilitateur externe, si tu es interne mais que tu vas faciliter à l'externe, tu découvres aussi d'autres pratiques, d'autres manières de faire. Donc, super intéressant. Et du coup, ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait avec Damien la semaine dernière sur comment aimer son job. Je pense que ça peut être une recette aussi intéressante. Ah, c'est clair. Même si on aime la facilitation, on peut se lasser. Enfin bref, il faut nourrir tout ça. Est-ce que maintenant, on peut aborder un cas pratique ? Tu peux nous raconter une expérience de facilitation, quelque chose que tu as mené, que tu as fait, voilà. Ouais, tout à fait. Alors nous, on anime beaucoup de parcours justement, sur la facilitation. Et je pourrais te citer justement le parcours. Alors moi, il y a un parcours qui m'a marqué, qui était la mise en place finalement d'un accord télétravail auprès d'une organisation. Là, il y avait l'enjeu de créer un groupe de projets pour écrire un accord télétravail. Si tu veux, avant, le télétravail n'existait pas du tout dans l'organisation. Il y avait quelques freins, tu vois, à pousser la porte du télétravail en se disant est-ce que vraiment ce sera pas plus télé que travail ? Voilà, tu vois, donc avec vraiment ces freins-là. Ça, je l'avais jamais entendu. Donc voilà, un peu des freins dans ce sens-là. Et on a vraiment, j'ai vraiment accompagné une démarche. Alors nous, on appelle ça démarche participative, un peu comme ce que Damien te racontait la semaine dernière. Et on a vraiment accompagné une démarche participative en se disant comment
on vient apporter de l'inspiration, comment on vient apporter de l'écoute aussi. Donc quand on parle d'écoute, on parle de recueil de besoins. Finalement, les collaborateurs, les managers, la direction, ils en sont où par rapport au télétravail, à quoi ils aspirent aussi. Et après, l'inspiration nous permet de dire mais qu'est-ce qui se passe ailleurs finalement? Et tu disais pour pousser les portes, tu parlais d'entreprises étendues. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment aller s'inspirer. Très bien, aujourd'hui, on met ça on n'a rien mis en place, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment on peut s'ouvrir? Donc il y a eu vraiment ça. Et puis après, si tu veux, la direction a donné vraiment une place aux collaborateurs pour s'exprimer, aux managers. Donc tu as un petit groupe de projet de managers et collaborateurs qui s'est formé pour venir construire cet accord télétravail. C'est-à-dire à combien de jours on avait le droit, où est-ce qu'on pouvait télétravailler, est-ce que c'était chez nous, est-ce que c'était ailleurs. Et tout ça, ça s'est fait petit à petit, tout en ayant un cadre très défini au départ par les directions. Tu vois, la direction avait mis un peu des lignes rouges en disant notre périmètre c'est ça, et là on n'ira pas, tu vois. Typiquement, il disait plutôt, voilà, on a plutôt envie que le télétravail se fasse vraiment à la maison. Et c'était une de leurs lignes rouges, tu vois. Et donc après, le groupe était très conscient finalement de ce cadre participatif, des lignes rouges qu'il y avait, et ont pu proposer totalement, très spontanément et par plein d'ateliers collaboratifs, finalement leur vision du télétravail au sein de l'organisation. Et donc après, ils l'ont resoumis à la direction, parce qu'ils étaient vraiment plutôt sollicités, et la direction a validé les points en disant ok, on y va comme ça et on vous fait confiance. Écoute, ça donne vraiment envie d'y aller, en fait. Hein. Très honnêtement. Moi, je n'étais pas convaincue parce que c'est quelque chose que j'adore, mais je pense que c'est une très belle illustration et l'exemple que tu nous donnes, montre que un peu la puissance que ça peut avoir. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, Margot, pour le mettre en place? Est-ce qu'il y a quelque chose, un outil que tu peux nous donner, quelque chose que tu peux nous proposer pour pouvoir le faire? Ouais, tout à fait. Moi, j'aurais envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à s'inscrire à un cycle qu'on a créé avec FlexJob, qui sont les 30 astuces pour travailler autrement. Alors, si vous voulez, vous allez recevoir un mail par jour avec une astuce. Alors, ce sera soit un exemple d'atelier, soit ce sera une petite astuce du jour pour animer, faciliter. Et vous allez recevoir ce petit mail, en fait, qui fait du bien aussi d'avoir, et vous allez pouvoir l'expérimenter. Et on a eu des très bons retours, des personnes qui recevaient les mails qui m'ont dit finalement, ça a changé aussi mes pratiques, ça a changé mes manières de faire, j'ai eu envie d'impulser, d'essayer, de me tenter aussi à la facilitation. Donc voilà, ça peut être un premier petit pas à enclencher justement sur la facilitation. Écoute, merci. Moi, je crois beaucoup à tous ces petits pas. Je crois beaucoup aux petits pas quotidiens qui nous permettent de semer des petites graines et de lancer de nouvelles expériences. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, bien sûr, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que ça soit facile de s'inscrire pour les personnes qui nous écoutent. Et Margot, je te remercie pour ces partages. Je te remercie pour ton temps et je te dis à bientôt. Merci Delphine. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.